Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 6. Le réseau Ordo Templi Orientis, alias Otto. Comment on étouffe l'affaire du réseau pédophile et sataniste Ordo Templi Orientis? En Australie, une sale affaire a fait scandale il y a quelque temps. Presque un classique. Un réseau pédophile et sataniste dont les membres très bien placés font tout pour éviter qu'il ne soit mis à jour. À l'origine de ces accusations, un médecin, le docteur Reina Michaelson, qui a eu affaire à eux. La psychologue Reina Michaelson a reçu le prix l'Australienne de l'année en 1996 pour son travail dans la prévention des abus sexuels contre les mineurs. En 1995, elle avait monté une association qui passait dans les écoles de l'État du Victoria afin de faire de la prévention auprès des enfants via un programme qu'elle avait spécialement créé. C'est lors de ce programme qu'elle a entendu des enfants qui ne se connaissaient pas décrire les mêmes choses, à savoir des rituels sataniques. Elle a commencé par identifier un prof pédophile couvert par sa hiérarchie, puis très vite, juste après son prix, des gens sont arrivés pour l'aider dans son association. Parmi eux, un certain Robert Osmotherly, qu'elle nomme sous le pseudo de Bob Sisterly, patron d'une chaîne de télé, qui se disait choqué par toutes ces horreurs et qui voulait l'aider à faire passer son programme dans toutes les écoles de l'État en 5 ans. Pour cela, il a dit qu'il débloquerait 500 000 $ australiens. Sisterly et son ami Ron Snyde, c'est un pseudo aussi, ont proposé de transformer l'association en organisation indépendante avec un comité de direction composé de leurs amis. Mais ils n'ont collecté que 25 000 $ en 2 ans, quand dans le même temps, Reina Michaelson et ses proches ont collecté 200 000 $, alors que ces types ont tout fait pour la freiner. Et surtout, Michaelson a remarqué que les gens qui donnaient de l'argent étaient littéralement ostracisés de la communauté. Un ami de Ron Snyde, directeur d'une chaîne de télé, Network 10, a donné un véhicule à l'association de Reina Michaelson. Mais elle s'en est débarrassée quand elle a appris que le type avait été condamné pour des crimes contre les mineurs, dont la production de pédopornographie. Peu après avoir reçu son prix, Michaelson a rencontré l'un des politiciens les plus puissants de l'État, un certain Jeff Kennett, semble-t-il, qu'elle présente sous le pseudo de Greg Neckett, qui était déjà réputé comme étant un mari violent, dont la femme était souvent admise secrètement aux urgences. La psychologue a vite appris qu'il y avait également un dossier d'abus sexuels sur mineurs à son sujet et qu'il était protégé par les flics grâce à son statut. Je cite: « J'ai aussi appris par un ancien prostitué de Jeff Kennett payait souvent des garçons prostitués de Saint-Kilda et que l'un de ces garçons avait trop parlé aux mauvaises personnes et qu'il avait fini mort d'une overdose d'héroïne accidentelle. » Les viols étaient commis dans des lieux étranges, comme par exemple dans un hélicoptère, afin de rendre les témoignages des gamins encore plus incroyables. Michaelson souligne que c'est exactement la même stratégie que dans les cas des abus sexuels dans les crèches et les maternelles aux États-Unis. Vous pouvez voir à ce propos un autre article de la série, c'est le Round 2. Elle a aussi appris qu'il était connu que des personnalités étaient impliquées dans un réseau pédophile puissant, au moins depuis la fin des années 80, et que Kennett en faisait partie. Une enquête avait même eu lieu à ce sujet, mais elle a été stoppée quand les flics se sont approchés de la vérité, après qu'on ait mis un pédophile pour diriger l'équipe chargée de cette enquête. Un des amis de Sisterly ne serait autre, selon Michaelson, que Nick Flanagan, qui dirigeait l'unité de police spécialisée dans les crimes contre les enfants. Et c'est Ron Snyde qui a voulu introduire Flanagan au comité de direction de l'association. Mais ils ont tous dit à Michaelson qu'ils ne se connaissaient pas. C'est cette même unité de police qui a étouffé l'affaire du professeur pédophile dénoncé par des enfants lors de ses visites dans les écoles. L'une des victimes de ce prof était une fillette de 12 ans, Sammy, qui souffrait déjà d'une fragmentation de la personnalité. Michaelson explique que la petite était envoyée jusque dans le Queensland, une autre région de l'Australie, où était basée la chaîne TV Network 10 qui tournait des films pédopornographiques. D'ailleurs, une star de cette chaîne, un certain Bert Newton, aurait été l'un des piliers de ce réseau. Et une autre star de la télé, Graham Kennedy, décédé en 2005 également. On reconnaît ici le genre de structure qu'on voit aussi à la BBC,
où les émissions TV semblaient être un moyen d'approcher les jeunes. L'auto dans le viseur. Reina Michaelson s'est attaquée à un très gros morceau, qui n'est rien moins que l'auto, l'Ordo Templi Orientis, un groupe satanique qui croit à la magie sexuelle de Aleister Crowley et qui est aujourd'hui actif un peu partout dans le monde, y compris en France. Crowley était lui-même membre de l'auto, arrivé là par cooptation au sein de la franc-maçonnerie. On rappelle que Crowley a été viré d'Italie avec son abbaye de Telema parce qu'on l'accusait d'orgie sexuelle et de massacre d'enfants. L'auto faisait officiellement partie de ces ordres templiers, émanation de la franc-maçonnerie, la plupart du temps basés sur un mélange de mystique et de satanisme. Selon Michaelson, l'auto organise des orgies pédophiles et satanistes en Australie et ses actes sont protégés par ses membres, qui sont parfois très bien placés dans les institutions nationales et dans les médias, semble-t-il. Au cours de ces rituels, des enfants sont massacrés et même mangés, affirme la psychologue. Qui a eu droit à des poursuites de la part de l'auto ? Qui est reconnu comme un groupe religieux en Australie et qui attaque pour avoir enfreint le Racial and Religious Tolerance Act. Cela peut paraître étrange, mais par exemple la pratique cannibale est reconnue pour la famille royale anglaise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais on nous dit que cela s'est arrêté, bien sûr. Michaelson explique que l'auto n'est pas un groupe religieux mais un réseau pédophile dont les membres pratiquent le contrôle mental par le traumatisme, les abus sexuels et les rituels sataniques. Elle ajoute que ce réseau enlève carrément des enfants dans les rues pour les violer et les sacrifier. En 2008, un couple avait été condamné à 9 mois de prison pour avoir refusé de retirer ces allégations selon lesquelles l'auto sacrifia des enfants. Ils ont dû s'excuser publiquement pour être libérés, après 7 semaines de tôle. Michaelson parle aussi de ce qu'elle appelle les Illuminati, c'est-à-dire ces groupes de satanistes puissants, dont l'auto. Elle cite Bob Sisterley comme étant l'un d'eux. Plusieurs employés d'une chaîne de télé seraient également mêlés à de la production de pédoporno dans le cadre de ce réseau. Elle parle d'un certain Mick, qui aurait été introduit dans l'auto alors qu'il était enfant, et souffrirait lui aussi d'un trouble de personnalité multiple. Je cite « Alors qu'il était enfant, Mick a été forcé d'assister à des rituels de sang, où des animaux et de jeunes enfants étaient sacrifiés, et leur sang ainsi que leurs organes étaient consommés. On ordonnait à Mick de nettoyer le sang après ces rituels. Les enfants et les bébés étaient des enfants des rues ou étaient pris dans des orphelinats de manière à ce qu'on ne puisse pas les tracer et que personne ne sache ou ne se préoccupe d'eux s'ils disparaissaient. Les rituels étaient en latin et avaient lieu en différents endroits de la ville de Gold Town. Lors des soirées, les enfants étaient nus et la plupart des adultes portaient des masques. Les enfants qui tentaient de s'échapper étaient simplement tués. La production de films pédos constituait apparemment une grosse rentrée d'argent pour ce réseau. Une fois adolescent, Mick devait recruter d'autres enfants pour le réseau. Épilogue. Suite à ces révélations, Michaelson a commencé à connaître quelques problèmes, notamment au niveau de ses communications et de son véhicule, ainsi que diverses menaces. Ses collaborateurs ont eu les mêmes problèmes. Elle a été suivie par des véhicules du gouvernement, par des types avec des talkie-walkie. Peu à peu, les pions du réseau ont commencé à organiser eux-mêmes l'association et finalement, on la lui a carrément usurpée. Michaelson n'est pas la seule à avoir dénoncé ce type de réseau en Australie. L'ancien porte-parole du Parlement, Peter Lewis, avait pointé le haut pourcentage du pédophile VIP, député, magistrat, haut fonctionnaire, flic, qui bénéficiait d'une impunité quasi totale. Il a été poursuivi pour diffamation après avoir balancé quelques noms et a dû démissionner en 2005 suite à une campagne de diffamation contre lui. En 1999, des journalistes du Australia's Sun Herald ont déclaré avoir vu des preuves d'abus rituels d'enfants. Ils avaient interrogé 6 mères dont les enfants qui ne se connaissaient pas entre eux avaient vécu des abus rituels en Nouvelle-Galles du Sud, un autre État australien. Les enfants ont dit avoir été drogués et hypnotisés lors des cérémonies qui avaient lieu la nuit. Bien que les enfants aient pu identifier un certain nombre des tarés qui les violaient, il ne s'est rien passé suite à ces révélations. En 1998, le sénateur Bill Heffernan a informé le Parlement de l'omerta qui règne concernant les réseaux pédophiles à travers le monde et précisait, là aussi, que des magistrats, des députés, des membres du clergé et des fonctionnaires en faisaient partie.
2 ans avant, en 1996, c'est la députée Franca Arena qui avait accusé 2 députés d'État, un juge, plusieurs chefs de la police, des avocats, des médecins et des prêtres de faire partie d'un réseau pédophile. 2 jours après ces accusations publiques, un juge de la Cour suprême, David Yeldham, qui était déjà accusé d'abus sexuels sur mineurs, s'est suicidé. En 1989, il y avait eu l'affaire du Mornington Child Care Center and Nursery School, dans la banlieue de Victoria, une crèche. Une fillette de 4 ans qui allait à cette crèche a dit que Norman Shulver, qui dirigeait le centre avec sa femme Alcyon, avait commis divers attouchements sur elle. Elle a nié et l'affaire a été classée. En 1992, ça recommence. Un gamin a dit à ses parents que Norman lui avait fait pipi dans la bouche. Un autre enfant a parlé de sodomie et finalement on s'est rendu compte que 24 enfants de ce centre avaient été violés avec des objets. Des enfants ont aussi raconté avoir été transportés en voiture dans des maisons où les adultes les déshabillaient, les photographiaient et les filmaient, tout en les obligeant à des actes sexuels, y compris scatologiques. Certains adultes avaient des uniformes de flics. Là aussi, la justice a pris tout son temps pour organiser un procès à minima 10 ans plus tard, avec une mauvaise volonté flagrante. Les témoins ont été menacés, des pièces ont disparu, dont les vidéos des viols d'enfants par ces messieurs, que les flics ont dit n'avoir jamais reçues. De nombreuses personnes n'ont même pas été interrogées, aucun coupable n'a été trouvé. En 2001, à Perth, une ville australienne, une grande ville, un certain Scott Gosenton, qui se revendiquait sataniste, a été inquiété parce qu'il faisait aussi partie d'un groupe pédophile. Son avocat avait expliqué que pas moins de 13 réunions de satanistes avaient lieu dans la région. Gosenton, lui-même, avait été victime d'abus sexuels depuis ses 8 ans. Il avait identifié un certain nombre de satanistes de son groupe, mais ne les a pas balancés à cause des craintes de représailles. En 2008, un certain Gary Robinford, enseignant et membre du National Party, a été condamné pour avoir violé des garçons dans le cadre de rituels d'une certaine, entre guillemets, fraternité blanche. Bon, là aussi, les condamnations ont été à minima et on a soigneusement évité de rechercher les complices du pervers. Une étude auprès de 98 travailleurs sociaux de Melbourne a montré que ceux-ci ont rapporté 153 cas d'abus rituels sur des mineurs entre 1985 et 1995. Depuis, en Australie comme aux États-Unis, on voit apparaître des témoignages de survivants d'abus rituels sataniques. Des gens qui parlent de programmation, de chocs traumatiques dès l'enfance, de troubles de la personnalité. Ce type d'abus remonterait au moins aux années 60 en Australie, semble-t-il, une période qui correspond à ce qu'on voit en Angleterre. Pour les USA, ces pratiques sont attestées dès les années 50 avec les travaux MK Ultra. Seconde partie. Le père de Nicole Kidman, membre du réseau pédophile d'élite australien. Il y a quelques jours, une info assez interpellante est sortie discrètement sur le web. Une Australienne a accusé le père de Nicole Kidman d'avoir été membre d'un réseau pédophile et satanique puissant, mais aussi d'être un programmeur, c'est-à-dire de conditionner les victimes de ce réseau afin qu'elles ne parlent jamais. Selon ce témoin, le père Kidman aurait été éliminé parce qu'il n'a justement pas réussi à la faire taire. En tout cas, on constate que les autorités australiennes font tout ce qui est en leur pouvoir pour étouffer cette affaire. Le docteur Anthony Kidman serait décédé d'un accident de la route. Méthode très appréciée de divers services secrets pour éliminer les opposants ou les personnes gênantes. D'une chute dans sa chambre, ou d'un arrêt cardiaque à Singapour, où il était venu rendre visite à sa fille, sœur de Nicole Kidman. Les circonstances du décès restent assez obscures et la police envisageait une cause non naturelle. Il était psychologue à l'hôpital Royal North Shore à Sydney, mais était un people en Australie. Il a fait une partie de ses études à l'université d'Hawaï à la fin des années 60, tout comme les parents d'Obama d'ailleurs. Certains estiment que cette université formait surtout des espions à la solde de la CIA, notamment via le lavage de cerveau. Obama serait l'une des créations issues des programmes de contrôle mental menés dans cette université. Nicole Kidman est née en 1967, quand son père se trouvait dans cette université d'Hawaï. Kidman a aussi été à ce moment à Washington, où il a rejoint le National Institute of Mental Health au St. Elizabeth Psychiatric Hospital. La famille est ensuite retournée en Australie au début des années 70. Kidman s'est spécialisé dans le traitement psychiatrique des jeunes et a étudié les thérapies comportementales.
Hasard du calendrier. Il se trouve qu'un mois plus tôt, à peine, une certaine Fiona Barnett avait déposé une plainte à la police de Nouvelle-Galles du Sud et à la Commission royale des abus sexuels au sujet d'abus sexuels commis par Kidman. Elle aurait aussi signalé les faits de la bande de Kevin Hannett qui dit travailler sur un groupe pédosatanique puissant appelé le 9e cercle, Nine Circle Satanic Cult, créé par des nazis et la CIA après la guerre. Le groupe d'Hannett dit avoir une 60aine de témoignages au sujet de ce groupuscule présent dans les pays du Commonwealth. Mais Barnett dit que la bande d'Hannett ne l'a pas interviewé et que le compte-rendu n'est pas exact. Certains rituels comprenant des sacrifices d'enfants et des parties de chasse auraient eu lieu en Australie sur la base militaire de Holsworthy jusqu'en 2010. Fiona Barnett dit qu'on a commencé à la violer quand elle avait 3 ans. Elle implique comme abuseur le dit Kidman, mais aussi 2 anciens premiers ministres australiens. Elle a accusé Kidman de meurtre lors d'une partie de chasse aux enfants en 1975, et c'est juste après que le docteur a quitté le pays. Barnett explique, je cite, « En tant que victime de contrôle mental, je pense qu'il a été sacrifié pour n'avoir pas réussi à me programmer convenablement. » Fin de la citation. Apparemment, le boulot de Kidman était de créer des personnalités multiples chez les enfants victimes de ce réseau, et de s'assurer qu'ils ne parlent jamais du réseau. Et pas de bol, des enquêtes venaient d'être lancées à son sujet, si bien que le réseau l'aurait tout simplement éliminé. Fiona Barnett a aussi dénoncé la Bond University, où elle a étudié la psychologie, auprès de la Commission royale des abus sexuels pour avoir étouffé des affaires. Plusieurs professeurs de cette université seraient des pédophiles liés à un réseau, et l'université a tout fait pour les couvrir. La Bond University propage aussi des idées ultralibérales en matière de pédophilie, notamment via le livre Sexual Experiences Between Men and Boys, dans lequel on nous explique que les enfants sont à la recherche de relations sexuelles avec les adultes, ce qui est une projection classique des pervers sexuels pédocriminels. Évidemment, la Bond University propage aussi des théories pédophiles comme le syndrome des faux souvenirs, qui n'existe pas plus que le syndrome d'aliénation parentale. On peut vous renvoyer à des articles existants sur notre site pour creuser ces deux faux syndromes. Barnett explique qu'elle a commencé à dénoncer Kidman dès 1986 à ses thérapeutes. Évidemment, aucun n'a fait les signalements qui auraient dû découler de ces accusations. En 2008, elle en parle enfin à la police de manière succincte car on refuse de prendre officiellement sa déposition. Et en 2013, c'est la Commission royale qui est mise au courant. Le 7 août 2014, elle dénonce Kidman aux autorités médicales, l'Australian Health Practitioner Regulation Agency, qui lance seulement une enquête. Kidman est mort le 12 septembre, donc à peine un mois et demi plus tard. Réseau néo-nazi. Contrairement à ce que l'on fait croire au bon peuple, les nazis n'ont pas du tout perdu la guerre. Au contraire, ils se sont réinsérés dans des domaines aussi stratégiques que l'armée, la recherche militaire, la médecine, la finance, les services secrets. Je n'y reviens pas, mais on a déjà longuement abordé cette question. On vous renvoie notamment à l'opération Paperclip, que vous trouverez toute documentation sur Internet. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'OTAN assure aujourd'hui la domination de cette bande de nazis qui désormais s'appelle les ultralibéraux, les néoconservateurs ou même les socialistes. Combien de fils de nazis au Calabo sont aujourd'hui des membres éminents du Parti socialiste français, comme François Rebsamen, François Hollande ou Ségolène Royal. Et les réseaux de corruption de nos élites aiment bien utiliser la pédophilie et les meurtres d'enfants, comme on l'a vu dans le cas de l'affaire Dutroux, car c'est un moyen de tenir nos élites. Revenons à nos moutons. Barnett décrit elle aussi un réseau pédophile et nazi. Elle explique que des milliers de nazis sont arrivés en Australie juste après la guerre. Sa propre grand-mère était une Hongroise qui a collaboré avec la Gestapo avant de fuir en Australie quand le sens du vent a tourné. Elle a fait croire qu'elle était mariée à un autre nazi, Piotr Peter Olowczak, qui a aussi émigré en Australie. Quand elle était petite, Barnett allait souvent chez les Olowczak, qui passaient donc pour être son grand-père. Il a commencé à la violer très tôt. Puis ses grands-parents l'ont amenée à se faire violer aussi par leurs amis, entre guillemets, européens, dont beaucoup étaient des nazis basés autour de Sydney. Elle a donc assisté à leurs rituels, empreints de magie noire, à diverses orgies pédophiles et a exploité dès la maternelle par un réseau national de trafic d'enfants. Parmi les abuseurs, il y avait des politiciens, des magistrats, des flics, des médecins, des acteurs. Dans le réseau, il y avait aussi, selon Barnett, un certain John W. Gittinger.
psychologue proche de la CIA, qui a déclaré que le docteur Gottlieb, le taré en chef qui a mené les recherches sur la MK-Ultra et le contrôle mental aux États-Unis, et avec lequel il a travaillé durant 22 ans, était, je cite, un des hommes les plus brillants qu'il ait connus. Gottlieb était à la fois juif et nazi, faut le faire. D'après Barnett, le réseau faisait aussi dans le trafic de drogue et le trafic d'armes. Tiens, comme le réseau Gladio belge, le réseau Gladio français, le réseau Gladio italien, la CIA, l'OTAN, etc. Bref, quel hasard, on retrouve toujours les mêmes choses. Elle a aussi constaté un trafic sexuel d'enfants entre plusieurs villes du pays. Des crimes auraient été commis dans la chapelle de la Engadine Boys' Town, où le prêtre Paul Evans avait été condamné en 2008 pour des actes pédophiles commis durant 20 ans en toute impunité. Également à l'hôpital Holsworthy, juste à côté, et à la Regina Coeli Memorial Catholic Church, aussi au St. John College de Sydney, dans une raffinerie à Kurnell, au cimetière Garawara, et dans des parcs nationaux et ailleurs. Barnett dit avoir assisté à des enlèvements d'enfants qu'on a ensuite drogués, torturés et violés avant de les tuer. À 15 ans, elle dit avoir vu la femme d'un flic embarquer un garçon d'une quinzaine d'années qui a été tué ensuite. Je cite, « En 1985, j'ai été témoin du viol et du meurtre d'environ 10 enfants à Bathurst, pendant le week-end de la fameuse course automobile. Certains de ces enfants étaient victimes de kidnapping. D'autres étaient nés sans être enregistrés afin d'être utilisés comme esclaves. Les abus étaient organisés par un ancien ministre de l'Éducation, Kim Edward Beasley, par un commissaire de police, une ancienne star du sport, un prof de l'université de Sydney et un acteur de cinéma connu. » Fin de la citation. Une autre victime, Thor Nielsen, a déclaré avoir assisté au viol d'une soixantaine d'enfants à Bathurst, au même endroit que celui décrit par Barnett. Nielsen avait décrit un réseau pédophile qui opérait à partir d'une école catholique, la St. Stanislas College, à Bathurst. Plusieurs curés et membres du staff ont été condamnés pour pédophilie, mais, comme en Angleterre, toujours de manière isolée. Évidemment, la police dit que Barnett n'a dénoncé personne, et elle subit depuis diverses pressions. On fera une petite dédicace à une journaliste française de Libération qui s'appelle Agnès Giard. Je vous renvoie à faire une recherche sur notre site, et qui trouvait que l'ordo templi orientis, c'était tellement super sympa et encourageait les gens à s'y intéresser. Voilà. Deuxième partie. Australie. Retour sur le réseau global dénoncé par Fiona Barnett. En Australie, une femme dénonce depuis des années un réseau à la fois pédocriminel et satanique dont faisait partie un certain nombre de VIP. Il s'agit de Fiona Barnett, dont on a déjà parlé. Elle vient de diffuser sa déposition à la police, concernant un politicien travailliste, Paul Keating, et le père de l'actrice de Nicole Kidman, médecin en vue, qui était un des piliers de ce groupe de dingues. On avait déjà parlé de Fiona Barnett fin 2014, quand elle avait dénoncé publiquement Anthony Kidman, mais aussi des ministres et d'autres membres de ce réseau, comme des adeptes du meurtre rituel d'enfants et entre autres turpitude. Comme c'est souvent le cas, la nouvelle a promptement entraîné la mort pour une raison indéterminée, en raison des diverses versions données par les médias du père de Kidman. Barnett l'accusait aussi d'être un programmeur, car elle évoque des tortures similaires à celles décrites par les victimes américaines du programme MKUltra, avec des chocs traumatiques répétitifs, le façonnement de plusieurs personnalités, avec en plus ce folklore satanique. Un an plus tard, fin 2015, les noms de plusieurs anciens ministres ont circulé. Un député a réclamé une enquête, qui a été plus ou moins lancée. Quelques journaux ont interviewé Fiona Barnett, mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bref, après une pause amplement méritée, Barnett revient sur le terrain et diffuse son témoignage des 2 et 3 novembre 2015 devant la police des Nouvelles-Galles du Sud. Ce témoignage est focalisé sur 4 personnes, essentiellement, mais Barnett a cité de nombreux autres protagonistes depuis 2 ans, dont Richard Nixon, qui l'aura agressé dans un avion militaire sur la base de l'armée de l'air de Fairbairn, à Canberra, et plusieurs psychiatres et psychologues réputés qui travaillaient sur la personnalité. Comme d'autres victimes un peu partout, Fiona Barnett a décrit des séances de torture, notamment sur des bases militaires, avec des électrochocs, de l'hypnose, des viols et des prises de drogue. Elle assimile ce vécu au programme mené aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale et probablement encore aujourd'hui mais sous un autre nom, MKUltra, dont on sait qu'il a bien existé même si la CIA a eu le temps de détruire un paquet de preuves. Fiona Barnett a également fait de nombreux dessins pour illustrer les faits dont elle parle. On y retrouve des scènes similaires à celles dessinées par Kim Noble.
Je vous laisse faire des recherches sur cette personne. Une victime anglaise du même type de réseau qui souffre de personnalités multiples et qui ont dessiné. Et le récit. Dans ses dépositions de novembre 2015, Barnett raconte brièvement son enfance. Né en 1969 d'une famille d'immigrés polonais catholiques arrivés en Australie après la guerre, ceux-ci apparemment ont été très tôt impliqués dans un culte sadique. Fiona Barnett explique que sa mère est tombée malade quand elle était enfant, si bien que son père et ses grands-parents paternels ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire l'intégrer dans leur culte. Culte, en anglais, c'est religion ou secte. Qui avait pour façade une église classique de quartier, mais derrière laquelle on trouvait également ce groupe d'illuminés, un ordre caché appelé l'Ordre de l'Aigle, Order of the Eagle. Son père l'emmenait dans des chapelles où elle était violée par des membres du groupe. Barnett dit qu'elle se rappelle d'un médecin d'origine lituanienne, Leonas Petrauskas, surnommé Dr Mark, qu'elle reliait à un programme de type MKUltra et qui a effectivement travaillé en psychiatrie dans des lieux à la triste réputation, comme le Concorde Military Hospital à Sydney. À l'âge de 5 ans, elle avait l'habitude d'être emmenée chez lui ou à son cabinet et lui se rendait souvent au domicile familial. Elle dit que les prêtres d'un internat d'Engadine, appelé Boyston, comme l'orphelinat de l'affaire Franklin aux USA, je vous renvoie à l'article du Round numéro 1, avaient un groupe de personnes à qui on donnait des enfants pour les agresser sexuellement. Je le sais parce que j'ai été l'un de ces enfants et que j'ai pu voir ce qu'ils faisaient, dit Fiona Barnett. Certains abus auraient eu lieu dans la chapelle de Boyston. Elle décrit une scène avec Petrauskas et d'autres adultes quand elle avait 5 ans. Parmi ces adultes, il y avait un autre médecin, le psychologue John Gittinger, qu'il appelait la, entre parenthèses, Candy Girl, entre guillemets. Lors de cette séance, les médecins lui ont posé plein de questions et Gittinger lui a demandé si ça lui plaisait d'être spécial. Comme tous les gosses, elle a répondu oui et il a ajouté « On va te faire devenir spécial. Entre 6 et 16 ans, j'ai perdu le compte du nombre de gens et de bébés qui ont été tués par Dr Mark sur les autels des églises de Sutherlandshire, a déclaré Barnett aux policiers. Ils étaient tués par des meurtres lors de rituels sacrificiels. » Elle raconte qu'une fois, durant l'été 1977 ou 1978, elle était avec le Dr Mark quand il a reçu un appel lui demandant de se rendre sur une plage à Kernel Beach, où il l'a amené et où ils ont retrouvé Paul, qu'elle a plus tard reconnu comme étant Paul Keating, Premier ministre australien de 1991 à 1996. À ce moment, Keating était un des poids lourds du parti travailliste local. Barnett dit qu'il était connu pour être nécrophile. Donc, nécrophilie, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec des cadavres. Une pratique qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans le milieu des réseaux pédocriminels. Bref, sur cette plage, le docteur Mark lui aurait demandé de creuser un trou et de déterrer le corps d'un garçon blond de 5 ou 6 ans. Sa bouche était restée ouverte et ses yeux étaient ouverts. L'enfant avait un air d'horreur et de choc sur le visage. Elle n'a pas vu de blessure sur l'enfant et ne l'a pas reconnu. Le docteur Mark a parlé de faire un faux certificat de décès pour ce gamin, entre parenthèses, probablement en disant qu'il a été piqué par une pieuvre, et ils l'ont lavé dans l'eau et mis dans une ambulance venue le chercher, selon Barnett. À partir de 12 ans, le docteur Mark l'a constamment violée, à Boyston ou ailleurs à Sydney. Généralement, son père et sa grand-mère, chez qui elle vivait, recevaient un appel téléphonique et lui demandaient de se rendre là. Son premier avortement a eu lieu à 14 ans et c'est son assistante qui s'en est occupée. Elle pense qu'elle est tombée enceinte lors d'un rituel qui s'est déroulé dans le sous-sol de l'église de Boyston. C'est aussi à cet âge de 14 ans qu'elle a été mariée, entre guillemets, à ce type, Dr Mark, lors d'une autre cérémonie. À partir de Boyston, il y avait un tunnel secret pour accéder à l'église via les souterrains. Il y avait là de nombreuses cérémonies, comme celle du mariage ou encore celle qui a été organisée pour son, entre guillemets, avortement. Ces cérémonies se déroulaient toujours sous l'église, avec généralement une douzaine de personnes en robe noire qui chantaient dans une autre langue que l'anglais. Elle se rappelle notamment s'être retrouvée sur l'autel dans ce sous-sol lors d'une cérémonie d'imprégnation par Dr Mark. Ses souvenirs sont souvent flous en raison de nombreuses drogues qu'on lui faisait prendre durant cette période. Elle se rappelle une statue à moitié homme et à moitié bœuf à l'échelle 1, avec
l'humain tenant un chaudron d'huile posé sur un piédestal. Ils appelaient cette statue Baal. C'était effrayant et menaçant, et beaucoup de bébés ont été sacrifiés dans l'huile bouillante, dit Barnett. Elle raconte la cérémonie d'avortement, où elle était attachée sur l'autel, et cela a été pratiqué par le docteur Mark et son assistante à l'aide d'un outil crochu en or, sans anesthésie. Fiona Barnett explique avoir perdu beaucoup de sang et s'être évanouie. Le bébé a été retiré intact et déjà formé, même s'il tenait dans une main. Le docteur Mark l'a ensuite jeté dans la marmite avec l'huile bouillante. Barnett décrit aussi une scène de meurtre rituel sur la Kernel Beach, à peu près à la même époque. Le docteur Mark et son assistante étaient présents. Des gens dansaient à poil au son des percussions et un surfeur était allongé au milieu, manifestement drogué. Des hommes l'ont ensuite empalé avec un poteau en bois en lui enfonçant par l'anus. Ensuite, la peau et les organes, y compris le cœur, auraient été récupérés méticuleusement alors que la victime était, selon Barnett, encore vivante au départ. Ensuite, ils auraient essayé de brûler le corps dans le feu. Fiona Barnett évoque ensuite Anthony Kidman, qu'elle a reconnu comme étant aussi le père de l'actrice Nicole Kidman. Il était un psychologue réputé de Sydney et elle dit qu'il a été l'un de ses agresseurs depuis son enfance. Il est mort en 2014, juste après qu'elle ait écrit à l'ordre des médecins australiens pour le dénoncer. Elle dit que son premier souvenir de Kidman remonte à l'âge de 3 ans, fin 72 ou début 73, à l'occasion d'une séance de torture qu'elle décrit de manière assez précise. Au cours de cette séance, Kidman lui a mis des épingles sous les ongles alors qu'elle était attachée sur une chaise de dentiste. Juste avant d'entrer dans la pièce, on lui avait ordonné d'appeler Kidman « Papa » et lui l'appelait « Star Child », l'enfant étoile. Puis il lui aurait mis un tube dans la gorge et fait ingérer un liquide, puis il a commencé à la violer. La deuxième rencontre avec lui remonterait à ses 9 ans. Kidman l'aura emmené de nuit dans une grande salle de l'université de Sydney où se trouvaient plein de gens en robe. Cette section du réseau définissait les couleurs des robes en fonction du pentagramme de Kidman. Les couleurs étaient bleu, jaune, vert, blanc et noir, et les robes étaient portées selon le statut de la personne dans le groupe. Kidman, selon elle, était le leader de la section intérieure de Sydney. Il était basé à l'université de la ville et son organisation était très liée à l'église catholique, notamment le St. John's Boy Catholic College et le Sanasta Girls Catholic College, qui se trouvaient dans le périmètre de l'université. Fiona Barnett avait déjà signalé le père de Kidman à des médecins en 1986, puis à la police dès 2008 et à la commission royale d'enquête en 2013. Mais il est mort en 2014. Barnett dit que Nicole Kidman était présente lors de cette cérémonie à l'université et qu'à l'époque elle avait environ 11 ans. De même, elle se rappelle d'un certain Bruce Spence, dont elle a su plus tard qu'il était acteur. Au cours de cette cérémonie, un garçon d'environ 5 ans a été sacrifié. Il était attaché sur l'autel, conscient, et aurait été tué par Anthony Kidman avec un très long couteau. Les gens chantaient et parlaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Et Kidman a commencé à couper l'enfant sur tout le long du corps avant d'enlever la peau, laissant les organes apparaître. Elle dit qu'elle ne pouvait pas voir complètement la scène, car on la maintenait au sol et qu'elle pouvait entendre les gémissements pendant que Kidman faisait cela. À l'âge de 14 ans, en 1984, Barnett rencontre une autre scène qui aurait eu lieu au domicile de Kidman à Longville. Elle donne l'adresse exacte et décrit la maison. Elle dit avoir été amenée par Dr. Mark depuis Engadine. Des gens étaient là en tenue de soirée avec des masques. À la fin de la soirée, elle dit qu'elle a été violée par Kidman et un autre acteur, John Bell, qui l'ont presque noyée ensuite dans la piscine, puis frappée alors qu'elle était attachée à une chaise en présence de Nicole, qui devait avoir 16 ou 17 ans. À chaque fois, après tous ces faits, elle était ramenée chez son père. La technique de l'édredon. Aujourd'hui, Fiona Barnett tente d'alerter sur les abus rituels et pas seulement en Australie. Ce qu'elle dénonce, c'est un réseau mondial. Elle dit avoir été amenée à l'étranger, notamment aux États-Unis. Elle a monté une association, fait des conférences, tente de saisir la justice et de s'exprimer dans les médias et sur le web. Pour Barnett, le réseau pédosatanique est donc mondial, avec des VIP qui les pilotent et les utilisent, et avec des scientifiques qui travaillent sur la manipulation des victimes, mais aussi des membres de ces groupes.
Comme d'autres victimes de ce même genre de réseau, elle mentionne des tests et tortures survenus dans des bases militaires, des séances de torture avec des médecins, une hiérarchie dans le réseau, l'impunité et des pratiques rituelles meurtrières. On a à peu près les mêmes éléments avec l'affaire Dutroux, avec celle d'Outreau, en Angleterre, à Jersey, au Vatican, pour ne citer que ces quelques cas connus, même s'ils ont été rarement exposés dans la profondeur de leur horreur. Je vous renvoie à d'autres articles de cette même série sur l'affaire Dutroux, Outreau, les orphelinats de Jersey, etc. Mais évidemment, rien ne se passe. Même si quelques médias ont fait écho à Fiona Barnett, même si un député a demandé une enquête sur un ministre pédophile, rien n'aboutit. On peut frapper le système en disant la vérité, mais il ne vacille pas, du moins pas en apparence, du moins pas immédiatement. Mais c'est comme un oreiller sur lequel on frappe et qui reprend très vite sa forme initiale. Le système est inerte car les braves gens ne peuvent croire à tout cela. D'ailleurs, il n'existe pas de preuves matérielles et irréfutables. Il n'existe que des centaines d'éléments, parfois disparates, mais qui vont tous dans le même sens. Dans le sens de ces nombreux témoignages de victimes à travers les pays occidentaux qui racontent tous la même chose. Sont-elles folles, ces victimes? Et ceux qui les croient et qui répercutent ces histoires, sont-ils aussi fous alliés? Parce que si tout cela est faux, et si rien ne vient corroborer ces témoignages, alors ceux qui en parlent inventent, gobent n'importe quoi, et s'amusent juste pour faire peur aux braves gens. Mais la réalité, ce n'est pas cela. La réalité est beaucoup plus hard, et je ne la connais pas entièrement. En fait, j'ai des disques durs bourrés de ces éléments qui existent bel et bien, et qui n'ont de sens que si ce que disent les victimes révèle de la vérité. Barnett explique que toutes les institutions du pays sont gangrénées par cette clique de tarés, et manifestement, l'Australie n'est pas un cas à part. Selon elle, et je ne peux qu'aller dans ce sens pour avoir travaillé sur la question, ce réseau géant s'appuie sur des psys anti-victimaires qui répandent des théories comme les faux souvenirs, utilisés notamment pour acquitter Daniel Legrand à Rennes en mai 2015 sans aucune expertise de l'appui, ou encore le syndrome d'aliénation parentale. Ces théories ont comme avantage de décrédibiliser a priori les victimes, et on ne compte plus les cas où elles ont servi à assurer une victoire judiciaire à de véritables pédophiles. Les experts, soi-disant, qui répandent ces théories, qui les enseignent à leurs confrères et aux professionnels de la justice ou des services sociaux, ont pignon sur rue, ainsi que dans les médias. En revanche, on oublie totalement de former les psys, magistrats et professionnels de l'enfance aux abus sexuels sur mineurs en général et à la question des abus rituels en particulier. C'est la technique. Pas de recherche, pas de résultat. Donc pas de données, donc pas de problème. En gros, il suffit de ne pas évoquer une chose pour qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est que les victimes, il y en a des tonnes. Et des abuseurs, des dingues en position de force, il y en a aussi des tonnes. Ils ont l'air respectables, vous en voyez certains à la télé régulièrement, y compris en cette période électorale, et jamais vous n'auriez soupçonné qu'ils fassent partie de ce système. Je dirais même que pour certains politiques ou stars du showbiz, plus leur cote de popularité est élevé, plus ce sont des raclures. Je recommande la lecture du blog de Fiona Barnett, où elle raconte ses recherches sur ces réseaux, fait des liens avec d'autres affaires, cherche à comprendre le fonctionnement, les tenants et les aboutissants du système. Le site c'est fionabarnett.org, donc FIONABARNET.org. Si elle parle, c'est aussi parce qu'elle et sa famille sont mises sous pression et que le seul moyen de se protéger est de partager les informations qui entraînent ces menaces. Disparition élucidée. Par exemple, elle évoque l'enlèvement de Hélène Karapidis, le 22 décembre 1988 à l'âge de 10 ans. Elle a été déclarée morte, l'affaire reste officiellement non élucidée. La sœur d'Hélène s'est suicidée à 18 ans. Le père était violent, Hélène songeait à s'enfuir du domicile familial, mais l'enquête n'a abouti à rien. Selon Fiona, Hélène Karapidis a été enlevée par une branche locale du réseau, des gens qu'elle connaissait et qui gravitaient autour de l'église du pasteur Frank Houston, aujourd'hui reconnu comme un pédophile qui a violé plus de 9 enfants. Barnett explique que Houston était en fait un fournisseur d'enfants pour les partous du réseau VIP de Sydney. Il a, selon Barnett, été cité par de nombreuses victimes qui ont témoigné devant la commission d'enquête sur les abus sexuels commis par les membres de l'Église. Il prenait des enfants de familles monoparentales défavorisées, de parents en délicatesse avec la loi et qui étaient suivis par les services sociaux.
Dans les services sociaux, et notamment à leur tête, Barnett dit que des membres du réseau étaient en fonction. Je cite. Hélène Karapidis a été tuée rituellement quelques jours après son enlèvement, pendant un office du soir à l'église, dans une pièce secrète qui donnait sur la congrégation à la Hillsong Church, qui est située dans la Yonge Street, au campus de Waterloo. 2 enfants de 6 et 8 ans ont assisté au meurtre rituel d'Hélène Karapidis et l'ont rapporté à la police. Plus tard, les enfants ont gagné une procédure de compensation pour les victimes au tribunal sur la base du fait qu'ils ont été témoins du meurtre d'Hélène Karapidis à la Hillsong Church. Les enfants ont aussi assisté à plusieurs autres meurtres d'enfants pendant le même office. Fin de citation. Aucune investigation à propos de ces témoignages n'a été menée par la police. Par contre, les flics se sont acharnés sur les enfants et sur leur mère et ont tenté de détourner les soupçons de l'enlèvement vers le père Karapidis. Apparemment, les pressions continuent. Un des enfants témoins est aujourd'hui en prison et a été arrêté juste après que sa mère ait pris contact avec la famille Karapidis. Cette affaire commence à être reliée au Pizzagate, également par Fiona Barnett elle-même. Il est vrai que sur le fond, on a le même contexte. Parallèlement, l'Australie connaît le même scandale sur les curés pédophiles qu'en Europe ou aux États-Unis. Des dizaines de religieux sont tombés ces dernières années, des centaines de victimes ont témoigné devant une commission d'enquête, mais jamais il n'a été officiellement question de réseau. Cependant, on peut se demander combien de ces curés, insérés dans le réseau décrit par Fiona Barnett, figurent parmi ceux qui ont été condamnés en tant que prédateurs isolés. Et en France, combien de curés pédophiles trempaient aussi dans d'autres genres de rituels? On a en droit de se poser la question, car il existe des témoignages de victimes qui mentionnent des prêtres présents lors de rituels gore ou de rituels qui se déroulent la nuit dans des souterrains d'église, qu'on rejoint par des tunnels pour ne pas attirer l'attention du voisinage. L'affaire est à suivre, en tout cas, je n'ai pas connaissance de plaintes contre Fiona Barnett ou de procédures en cours. Derrière elle, de nombreuses autres victimes attendent d'être crues et prises en compte. Il existe un documentaire sur Fiona Barnett que vous pouvez trouver sur internet ou sur le mur vidéo de l'association et qui est appelé The Candy Girl. La présidente de la Commission des droits de l'homme. Un des derniers coups de gueule de Fiona Barnett était dirigé contre la nouvelle présidente de la Commission des droits de l'homme, une certaine Rosalind Croucher, nommée en juin 2017. Celle-ci a pris position pour indemniser un pédophile, viré de sa boîte parce qu'il a été condamné pour des actes pédophiles. Du coup, Barnett décide d'expliquer qui est Rosalind Croucher, qu'elle a croisée lorsqu'elle était jeune. Je cite. Rosalind Croucher est l'une des sorcières au comportement froid qui ont présidé à l'assassinat rituel et à l'orgie pédophile à l'hôtel de ville de Bathurst lorsque j'étais mineur. Rosalind Croucher était l'un des grands prêtres qui se tenait à l'hôtel de ville de Bathurst aux côtés du capitaine de cricket australien Richie Benaud, de l'acteur de merde Bruce Spence, du commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud John Avery et du chef du réseau de trafic d'enfants ASIO, Australian Security Intelligence Organization, Kim Beazley Sr. Fin de citation. Ce que Barnett raconte ensuite révèle des pires scènes de sacrifice. Elle décrit ce rituel à Bathurst. Je cite. Rosalind Croucher a regardé Bruce Spence me violer sur scène. Rosalind Croucher a regardé comment une, entre guillemets, fiancée, complètement enceinte, a été ouverte et son bébé déchiré dans le cadre du rituel de la messe noire. Rosalind Croucher a regardé une ligne d'enfants être assassinés rituellement. Rosalind Croucher les regardait alors que toute la foule se lançait dans une orgie à laquelle elle participait. Fin de citation. Fiona Barnett dénonce la présence de pédophiles aux postes clés du pays, notamment ceux qui touchent à l'enfance de près ou de loin. Si on regarde chez nous, il faut rappeler le tollé du côté des associations quand il a été question de nommer Jack Lang comme défenseur des droits. Finalement, ils ont nommé Baudis, à qui Jacques Toubon a succédé. Je ne vais pas m'étaler, mais ceux qui connaissent les dossiers comprendront le caractère pour le moins ironique de la situation. Bref, les choses sont semblables en Australie. Le versant showbiz du réseau pédophile VIP. Elle revient aussi sur le cas de 4 types du showbiz, après qu'un présentateur télé, Bert Newton, ait qualifié ses amis Graham Kennedy et Don Lane de mentors, entre guillemets, de jeunes talents. Par exemple, sur Kennedy, il a dit, je cite, « Il aimait donner une chance aux jeunes à la télévision. Il était un excellent mentor, il a encadré beaucoup de jeunes. Tu savais que si tu allais dans sa loge et que c'était verrouillé, il était en train de former un jeune. »
Fin de citation. Un peu comme Jimmy Savile, en quelque sorte. Et comme à Hollywood aussi. On verra un autre article sur le réseau Hollywood et les enfants acteurs de cette série. Des ex-enfants de la télé en Australie ont dénoncé l'atmosphère pédophile qui régnait dans les grands studios à l'époque. Selon Barnett, de nombreuses victimes du réseau pédophile de VIP ont nommé parmi les abuseurs Graham Kennedy, Don Lane et Bert Newton devant la commission royale d'enquête sur les abus sexuels sur les mineurs, lancée il y a près de 2 ans. Le docteur Raina Michelson, qui a dénoncé le même réseau, les a également cités. Newton, comme Savile en Angleterre, était un pilier du réseau. Lui aussi gros pourvoyeur de chair fraîche. Je cite, Graham Kennedy, Don Lane et Bert Newton fréquentaient les bordels de King's Cross lorsque le trafic d'enfants était coordonné par Roger Rogerson, un policier gangster emprisonné pour meurtre. Fin de citation. Rogerson a été l'un des officiers de police les plus décorés de sa carrière. Puis ce fut la chute. Accusé de faire partie d'un groupe de flics corrompus qui fricotaient avec des figures du crime organisé ou encore d'avoir bloqué le cours de la justice, puis accusé de meurtre. Et justement, à King's Cross, des flics pourris protégeaient le réseau pédophile. Selon Fiona Barnett, le mouvement MeToo a surtout servi à dissimuler le scandale de pédophilie à Hollywood, qui concerne des dizaines de mineurs depuis des dizaines d'années. Anthony Kidman. Fiona Barnett avait cité Anthony Kidman, chirurgien et père de l'actrice Nicole Kidman, comme l'un des membres éminents du réseau et l'un de ses propres abuseurs. La conférence de presse où elle en avait parlé est l'article le plus vu du site Sydney Morning Herald, même, dit-elle, si les robots du site ne l'affichent pas. Elle écrit que le National Enquirer US, donc aux États-Unis, un journal américain, avait tenté de faire sa une avec l'affaire Kidman, mais ils en ont été dissuadés par des lettres des avocats de Nicole Kidman. Celle-ci aura aussi fait pression sur une journaliste pour qu'elle ne publie pas l'interview avec Barnett. Finalement, un journaliste anglais serait venu l'interroger, elle et 2 autres victimes de Kidman, pour le Daily Mail, mais l'une des victimes, dont les parents étaient amis du père Kidman, a subi des menaces et n'a pas voulu que son témoignage soit publié. Apparemment, l'équipe des « relations publiques » de Nicole Kidman, son père est mort juste après la révélation de Fiona Barnett, a tout fait pour rendre inaudible la bombe qu'elle a balancée publiquement. Kidman a même lancé une sorte de campagne de com en Australie pour redorer son image. Barnett explique même qu'elle a remporté le « jackpot du conspirationnisme » quand David Icke a parlé de son histoire lors d'une tournée en Australie.